Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Asian Action Fund Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous avoir choisis comme canal d'information. Comment s'attaquer aux obstacles à l'émancipation économique des femmes et aux écarts entre les sexes en matière de revenus et de productivité est le thème qui nous réunit ici en ce moment. Et pour aller en profondeur, d'accord, dans ce thème, je reçois une dame. Elle a pour nom Olga Elegbe. Elle est juriste spécialisée en droit de la personne et la démocratie, chargée de programme élection, démocratie et bonne gouvernance au réseau ouest africain pour l'édification, j'allais dire, de la paix au Bénin. Donc elle est là pour nous accompagner durant quelques minutes autour de ce thème. Madame, bonjour. Bonjour monsieur, merci à vous pour cet espace que nous offrez de pouvoir encore une fois discuter de la question de l'émancipation de la femme, de la question des droits des femmes. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, et c'est quoi une femme émancipée? C'est déjà quoi émanciper? Émanciper, c'est un mot qui vient du latin, émancipare, si on va dire, et qui veut dire s'affranchir d'un lien, pouvoir passer d'un état de dépendance à un état d'indépendance. Cela voudra dire que la personne était déjà dans un lien qui l'empêchait de pouvoir s'exprimer ou s'épanouir. Donc on parlera de femme émancipée lorsque la femme sera en mesure de pouvoir exprimer son plein potentiel et en tant que catégorie de la société pouvoir jouir des mêmes droits que les autres catégories de la société. En tant que telle, l'émancipation, c'est en même temps une capacité qui permet de mêler à la fois l'épanouissement personnel et la reconnaissance sociale au sein d'une communauté. Donc elle donne aux femmes, en tant que catégorie de la population, comme je l'ai dit, des droits identiques à ceux des hommes, l'autre catégorie de la société également. L'émancipation de la femme n'a pas été automatique, ça a été tout un processus. On dira par exemple que les femmes ont acquis le droit de vote en 1944, le droit de pouvoir travailler, de pouvoir ouvrir des comptes en banque sans qu'il y ait nécessité de requérir l'autorisation de leur mari en 1967, ainsi de suite. Il faut dire aussi que l'émancipation des femmes est un facteur décisif dans le changement, dans le processus de changement et le processus du développement. Il est par exemple établi qu'au fur et à mesure que le statut de la femme évolue, son taux de fertilité baisse. Cela voudra dire quoi? Les jeunes femmes, surtout, étant le plus souvent retardées par les grossesses, mieux elle est éduquée, moins elle est susceptible de se laisser victimiser par ces situations-là. Et les données collectées démontrent aussi qu'il y a un lien très, très poussé entre la réduction du taux de mortalité, par exemple, du taux de mortalité infantile et le niveau d'émancipation de la femme. Parce que mieux elle a des connaissances minimales par rapport à comment elle éduque son enfant, comment elle en prend soin, comment elle-même elle prend soin de son corps, mieux ça impacte sur les soins qu'elle est appelée à donner à son enfant en tant que mère au foyer. Il n'est pas dit que les femmes qui n'ont pas mis pied à l'école ne seront pas dites émancipées. Toujours est-il que l'alphabétisation et l'éducation sont un facteur très important quand on parle de femmes émancipées. À titre illustratif, la dernière fois dans mon quartier, j'ai été témoin d'une scène. En pleine nuit, une dame vient taper à notre portail, autour de 4 heures par là où elle vient. On ouvre le portail, elle vient nous présenter une de ses enfants, la plus jeune, de 2 ou 3 ans. Quand vous regardez le visage, la petite était déjà battue au visage. Elle a fracassé la gueule de la petite pratiquement parce que la petite s'était évanouie. Et elle attendait de l'aide comme ça. Dites-moi que si elle avait un niveau minimum d'instruction, elle allait maltraiter la petite comme ça qui était carrément dans un état de choc. On a dû conduire l'enfant à l'hôpital et c'est là-bas on se rend compte que la petite était anémiée, tout ça. Comme pour dire qu'il est important que la femme ait un niveau minimum d'instruction pour pouvoir mieux prendre soin de sa famille et de ses enfants. On ne peut pas parler d'émancipation de la femme sans évoquer un certain nombre d'instruments internationaux qui ont contribué quand même à faire évoluer les choses. Je fais référence par exemple au protocole de Maputo, puisque pour le cas de l'Afrique, qui quand même est un instrument de référence en la matière. En ce cas, le protocole est venu réaffirmer les droits des femmes et leur droit à s'émanciper. Alors, que peut-on comprendre s'agissant d'émancipation économique des femmes? L'émancipation économique des femmes est tout autant liée à des normes sociales.
en matière de santé, en matière de planification, en matière d'éducation également, de soins à donner à leur famille, aux enfants. Et aussi à la manière dont la femme gagne sa vie et conserve la maîtrise de ses ressources. Et c'est en cela que je faisais référence au protocole de Maputo de 2003, qui quand même a démontré que quand on parle d'émancipation économique de la femme, c'est tout un agencement de plusieurs composantes. L'aspect planification, l'aspect formation, l'aspect éducation, comment est-ce qu'elle est en mesure elle-même de prendre des décisions qui touchent à sa vie, mais d'autres, comment elle s'implique dans les décisions aussi qui touchent à la vie de sa famille, à l'éducation de ses enfants. Donc c'est un préalable indispensable à une croissance économique inclusive et équitable. Le fait d'accroître, par exemple, le contrôle des femmes sur le revenu de leur foyer permet d'améliorer l'accès à l'école et aux soins de santé pour leurs enfants. Les principales causes de la pauvreté et des maladies infantiles, comme on le sait, ce sont les obstacles culturels, financiers, juridiques qui limitent déjà les rôles que les femmes sont appelées à jouer en société, non seulement pour elles-mêmes, pour leurs enfants, pour ses enfants, mais aussi pour sa famille. Et pour comprendre l'émancipation économique, il faut s'intéresser à 3 piliers qui sont interconnectés. Et donc, pour comprendre l'émancipation économique, il faut s'intéresser à 3 piliers. Et ce sont des piliers interdépendants, interconnectés. On ne peut pas parler d'émancipation économique si ces 3 ne sont pas réunis. C'est d'abord l'accès aux revenus et aux biens. Comment les femmes ont accès aux revenus, comment elles ont accès aux différentes ressources dans la société, comment est-ce qu'elles ont la facilité de pouvoir acquérir les éléments les plus importants dans leur quotidien. Mais c'est aussi le contrôle et la jouissance des gains économiques. Comment est-ce qu'elles ont la maîtrise des ressources qu'elles-mêmes arrivent à acquérir. Quelle est leur capacité à pouvoir décider de l'utilisation de ces ressources-là. Et également, c'est le pouvoir de décision. Est-ce qu'elles ont la capacité de pouvoir décider pour des questions qui les concernent, qui concernent leur famille, qui concernent l'éducation de leurs enfants. Donc ce n'est que lorsque ces 3 composantes-là sont réunies qu'on pourra parler d'émancipation économique des femmes. Alors, à quel moment peut-on alors conclure qu'une femme est émancipée économiquement parlant? On va faire référence à un élément basique, l'argent. Au cours secondaire, on a ce sujet-là que nos enseignants philosophes aiment beaucoup. L'argent ne fait pas le bonheur et on nous demandait de commenter. Et on allait dans tous les sens et tout le monde avait pour objectif de justifier que l'argent ne fait pas le bonheur. Je pars de là pour nous amener à examiner un peu les rôles qu'on reconnaît à l'argent en société. Habituellement, dans le discours économique classique, on reconnaît essentiellement 3 fonctions à l'argent. C'est d'abord une fonction de réserve de valeur, mais c'est aussi une unité de compte et un moyen de change. Mais lorsqu'on va plus loin, au-delà de ça, vous et moi, on est d'accord sur le fait que l'argent va bien au-delà de ces 3 fonctions-là. C'est un élément qui est déterminant dans les relations humaines en société. En tant que tel, l'argent influence les relations humaines, notamment au sein de la cellule de base qu'est la famille. Du coup, il détermine les relations au sein du ménage et aussi notre capacité à pouvoir agir sur notre propre vie, sur nos choix personnels, sur la vie de nos enfants, sur l'épanouissement même de notre foyer. Une femme qui n'a pas le contrôle de ses ressources, elle n'aura qu'un contrôle limité ou pratiquement elle n'aura pas le contrôle des décisions de son foyer et elle n'aura même pas le contrôle de ses propres choix. Ce ne sera pas elle qui décide des choses qui impactent sa vie parce qu'elle n'a pas le contrôle des ressources y afférentes. Donc, pour conclure qu'une femme est émancipée, on dira que la femme sera économiquement émancipée lorsqu'elle est en mesure de se prendre en charge personnellement, de satisfaire à ses besoins propres sans attendre l'aide de quelqu'un, sans que ce soit quelqu'un qui décide à sa place ou qui lui fournisse les moyens de pouvoir répondre à ses besoins. Alors, quels sont les obstacles à l'émancipation économique des femmes que vous connaissez? Les obstacles à l'émancipation économique des femmes. Ces obstacles peuvent être de plusieurs ordres. On parle surtout des pesanteurs socio-culturels, mais il y a aussi des facteurs d'ordre biblique et c'est aussi très important. Ainsi, sur le plan biblique, on dira que la femme, elle doit être soumise à son mari. En tant que tel, on pourrait voir que ça pourrait être un choc quand on va vouloir parler d'émancipation de la femme. Parce que si elle doit être soumise, c'est que tout ce qui est lié à elle
mais aussi à la famille, elle ne peut pas en décider. Il y a comme une relation de subordination où ce n'est pas elle qui décide, mais c'est la décision du mari qui l'emporte sur les choix liés à sa vie, à sa vie elle-même, mais aussi à la vie de ses enfants et à l'épanouissement de sa famille. Et au-delà de cette prescription des Saintes Écritures, il y a aussi les facteurs sociaux liés à chaque communauté, surtout pour les communautés africaines. Il y a les exigences d'ordre social, d'ordre culturel, qui par exemple font de l'homme le chef de la famille. En tant que tel, c'est, comme on dit, c'est le chef suprême, un peu comme on qualifie nos chefs d'État africains. C'est le chef suprême des armées, c'est lui qui prend toutes les décisions dans la famille. Du coup, quand on vient de commencer à parler d'émancipation économique des femmes, ça peut être comme vouloir créer un affront entre ces valeurs culturelles-là. Parce que normalement, le chef de famille étant le seul à prendre les décisions qui sont liées à la famille, qui sont liées à l'éducation des enfants, et même celles qui sont directement liées à l'épanouissement de la femme. Donc la femme reste sous la dépendance de l'homme, et surtout même sur le plan économique, parce que les ressources dont elle a besoin ne proviennent pas d'elle, mais du chef, du père de famille. Et ceci aussi se fait remarquer dans la manière dont se font les successions chez nous en Afrique. Pour par exemple les successions, les héritages liés aux terres, c'est vrai que ça a commencé à s'améliorer, mais jusqu'à présent dans certaines localités du Bénin par exemple, les femmes ne sont pas appelées à hériter des terres parce qu'on estime que si elles en héritent, ce sera une perte pour la famille. Donc c'est lorsque un père vient à décéder, c'est l'enfant garçon qui en hérite. Parce qu'on estime que lui, au moins, il demeure pour la famille. L'autre obstacle à l'émancipation économique des femmes, c'est en lien avec la vie politique, la politique économique d'un État. Et à ce niveau, il faut déjà voir, par exemple, les types de travail que les femmes, où les femmes sont les plus représentées. C'est souvent la prestation des soins non rémunérés, car très souvent on se dit il faut que les femmes occupent des activités qui leur permettent de gagner de l'argent, de gagner des revenus tout en s'acquittant de leurs responsabilités familiales. Donc il ne faut pas qu'elles aillent faire des travaux où elles vont s'éloigner trop de la maison. À cela, il faut ajouter les écarts dans la scolarisation et la formation des filles. Même si ces dernières années, des avancées notables ont été observées au niveau du Bénin en cette matière. Donc, de façon générale, chez nous, les femmes passent souvent 2 voire même jusqu'à 5 fois plus d'heures à s'occuper des enfants. Et cet investissement dans les soins non rémunérés réduit déjà les possibilités, les chances de pouvoir se faire des revenus pour les femmes. Donc cette forme de ségrégation déjà du travail conduit à une détérioration disproportionnée des débouchés économiques qui quand même sont au détriment de la femme. Alors, Madame Olga Elebe, nous poursuivons avec les questions sur cette émission et je voudrais vous demander s'il existe d'accord réellement des écarts entre les sexes en matière de revenus et de productivité. Oui, absolument. Il existe des écarts entre les sexes en matière de revenus et de productivité. Et ces écarts-là sont de plusieurs ordres. C'est déjà par rapport à l'accès aux biens et aux services, et l'accès aux opportunités, même si de plus en plus on parle de discrimination positive qui vise à promouvoir une meilleure participation des femmes. Il en demeure que l'accès n'est pas encore totalement égal par rapport à certains domaines spécifiques. Et c'est aussi par rapport à l'éducation. Les femmes composent majoritairement le nombre de personnes. Quand on parle de nombre de personnes vivant dans la pauvreté, les femmes sont en grand nombre. Dans certains pays, même la proportion de femmes vivant dans la pauvreté va jusqu'à 80%. Donc il y a encore des écarts en matière de revenus et de productivité. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques écarts en matière de revenus et de productivité? Quelques exemples d'écarts en matière de revenus et de productivité. Une étude menée par une organisation internationale et même une autre menée par l'ONU Femmes démontre dans toute l'Afrique que les femmes détiennent moins de 1% des terres du continent, alors que les femmes, surtout les femmes rurales, sont majoritairement dans le secteur agricole. Et on parle de 1% qui sont vraiment des propriétés qui appartiennent aux femmes. Donc les 99% restantes sont
de la propriété des hommes. Aussi, les femmes agricultrices perçoivent à peine 1% des crédits qui sont alloués au secteur agricole. Si elles n'ont pas de crédit consistant pour pouvoir investir dans son activité, comment est-ce qu'elle pourra faire avancer son activité? Selon ONU Femmes, à l'échelle mondiale, l'écart de rémunération aussi entre les sexes se situe parfois entre 16 et 20%. Ce qui veut dire que les travailleuses, les femmes qui travaillent, gagnent en moyenne 80% ce que les hommes gagnent. Donc, à titre schématique, si pour un travail, l'homme gagne 1000 francs, peut-être que la femme sera à 700 ou à 800. Et également, en moyenne, la journée de travail des femmes fait le double de la journée de travail de l'homme, en quelque sorte, 50% de plus que la journée de l'homme. Donc les journées des femmes sont beaucoup plus longues que les journées de travail de l'homme. Et par ailleurs, il faut qu'en plus de ça, elles associent les activités, le poids des activités non rémunérées qui sont liées aux charges du ménage, l'accès à l'eau. Il faut qu'elles puissent se dépêcher à aller chercher l'eau, l'accès aux ressources énergétiques, aller chercher du bois, aller chercher du charbon. Alors, à votre avis, quels sont ces facteurs-là, d'accord, qui influencent les écarts entre les sexes en matière de revenus et de productivité? Tout part déjà du fait que les normes sociales ont une influence considérable sur les rôles que les femmes sont censées jouer dans la société. 50% des femmes dans le monde de l'emploi aujourd'hui ont un emploi précaire, c'est-à-dire que c'est les travaux les plus élémentaires qui n'entrent pas dans le cadre de la protection légale. De plus, ce sont des tâches, comme on dit, ce sont des tâches majoritairement à peu de valeur si ça devrait être rémunéré. De sorte que, par exemple, en Afrique de l'Ouest, les études montrent que dans le domaine agricole, les femmes travaillent en moyenne 400 voire 500 minutes par jour contre 400 minutes maximum pour les hommes. Et pourtant, leur productivité est plus faible que celle des hommes. Déjà, le grand facteur qui influence aussi l'écart dans les revenus des femmes et des hommes, ça reste aussi les facteurs sociologiques d'ordre africain. Tant que l'homme est considéré comme le chef de famille et le seul habilité à subvenir aux besoins du ménage, à compétence égale, le traitement sera toujours en défaveur de la femme. Et pendant longtemps, la société a fait croire à la femme qu'elle ne pouvait pas faire un certain nombre de choses, de sorte qu'elle est limitée dans l'insertion à certains domaines d'activité qui sont mieux rémunérés par rapport aux soins élémentaires où les femmes sont les plus impliquées ou bien dans le secteur informel. Alors, comment peut-on vraiment faire pour lever ces obstacles à l'émancipation économique des femmes et aux écarts entre les sexes en matière de revenus et de productivité? Créer un changement véritable dans la vie des femmes et des filles nécessite que quand même on fasse tomber certaines barrières qui subsistent encore dans l'esprit des gens, dans l'esprit des hommes comme dans l'esprit des femmes, notamment sur l'idée que les hommes et les femmes se font de leur place dans la société. Quelle place vous accordez à la femme dans votre société? Quelle place vous accordez à l'homme? C'est déjà dans la manière dont nous éduquons nos enfants, l'enfant fille et l'enfant garçon. Quelle différence nous faisons au niveau des deux? Et c'est de là que découlera ensuite, plus tard, leur rôle au sein de la société. Donc pour cela, il faut s'intéresser fondamentalement à 3 aspects. C'est déjà l'éducation, l'égalité d'emploi et aussi l'entrepreneuriat. Et il y a un lien très étroit entre l'accomplissement éducatif et la participation économique. Quand on commence le cursus scolaire, déjà, il existe déjà un grand écart déjà à la base. Quand vous prenez le nombre d'enfants inscrits au CI, enfants garçons, enfants filles, au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus scolaire, l'écart devient encore plus grand. Donc si à l'entame on a commencé peut-être avec 30 garçons et 20 filles, en terminale, c'est fort probable peut-être qu'on se retrouve avec 20 garçons et 5 filles peut-être, parce que le reste serait déjà écarté du cursus. Aussi, il y a aussi la nécessité de formalisation de l'économie informelle pour placer les travailleurs sous l'égide d'une protection légale plus efficace. Parce que c'est dans le secteur informel que les femmes sont les plus fortement représentées. Donc il faut à ce niveau qu'il y ait une certaine protection légale qui permette quand même de mieux prendre en compte l'émancipation économique des femmes. Et dans les pays en développement, pour améliorer le statut des femmes, il faut d'abord leur faciliter l'accès aux soins de santé. Comme on a eu à le dire tout à l'heure, l'émancipation économique englobe tout un champ, plusieurs facteurs
il y a les questions liées aux soins, il y a les questions de planification, il y a les questions relatives à l'éducation et à la protection. Donc, il importe en outre de leur offrir davantage l'accès au crédit en revoyant encore plus les modalités qui sont afférentes à l'octroi au crédit, afin qu'elles puissent quand même sortir de leur dépendance, pouvoir semer des graines et en récolter les fruits. D'habitude, les femmes, quand elles prennent des crédits, elles investissent des microcrédits, elles investissent dans des activités qui souvent sont encore plus utilisées dans le foyer, de sorte que le crédit qu'elle prend ne lui profite pas en tant que tel, n'est pas concrètement utilisé pour faire progresser son activité, mais c'est davantage utilisé pour commencer à satisfaire aux petits besoins de la famille, aux petits besoins du foyer. Aussi, pour une meilleure productivité des femmes, puisque les femmes rurales sont les plus représentées dans le secteur agricole, il faut déjà résoudre le problème du favoritisme qu'on constate vis-à-vis des chefs de famille en ce qui concerne la répartition des terres et les programmes de réforme agraire. Donc c'est déjà de faciliter l'accès des femmes à la terre. Puisqu'elles sont de grandes cultivatrices, c'est déjà de leur élargir l'accès aux terres pour qu'elles puissent quand même posséder des terres, pouvoir les cultiver et en jouir convenablement les fruits. Donc, à ce niveau, il faut déjà évaluer l'impact des politiques agricoles pour voir comment transformer davantage, équiper davantage, renforcer la capacité des femmes pour une meilleure productivité, mais aussi les équiper pour qu'elles puissent arriver à élargir leur capacité de transformation des produits agricoles. Et pour ça aussi, il faut continuer à sensibiliser sur les différents droits aux femmes, des droits reconnus aux femmes, les différents droits des femmes en tant que droits de l'homme. Continuer à sensibiliser sur le protocole de Maputo, par exemple, parce que quand on parle de droits des femmes et d'émancipation économique, c'est quand même une référence majeure, le protocole de Maputo. Sensibiliser pour une meilleure mise en œuvre des dispositions contenues dans ce protocole-là, pour que les droits économiques, les droits des femmes soient plus effectifs dans notre société. Il faut aussi continuer à voir l'aspect des valeurs, des coutumes et pratiques culturelles qui sont encore enracinées dans nos habitudes. Donc, il est important d'éduquer aussi bien les femmes mais que les hommes sur les avantages qu'on pourrait tirer d'une véritable autonomisation des femmes. On ne peut pas parler de développement durable en excluant une couche aussi importante de la société. Alors, avez-vous un appel à lancer aux femmes en général et à celles qui occupent aujourd'hui des postes de grande décision, en particulier pour renverser la tendance? Et comme le dit Émile Zola, émanciper la femme, c'est très excellent, mais il faut déjà, avant tout, lui enseigner l'usage de la liberté. Déjà, les femmes qui sont à des postes de décision, elles sont nombreuses. Quand on prend notre assemblée aujourd'hui, combien de femmes sont là? Quand on prend le gouvernement, combien de femmes y sont représentées? Les grands postes de décision, même les instances qui concernent directement les femmes sont sous-représentées dans ces espaces-là. Or, on dit souvent qu'il y a deux pouvoirs, mais il y a un troisième. Il y a d'abord le pouvoir de l'épée, il y a le pouvoir de la plume, mais il y a le pouvoir de la femme qui est plus important que tous ces pouvoirs-là. Et donc, en tant que telle, elle a un rôle primordial à jouer dans le processus de développement. On ne peut pas parler d'inclusion financière si on n'intègre pas davantage les femmes dans les instances. On ne contribue pas à une meilleure participation des femmes dans le processus de développement. Les femmes sont acteurs de développement et en tant que telles, elles ont un rôle important à jouer. On sait combien sont importantes aujourd'hui les contributions des femmes rurales dans le développement économique avec les petites activités qu'elles font. On sait combien ça contribue à l'économie au niveau national. Donc, c'est autant d'aspects qui sont importants et pour lesquels les femmes qui sont à des postes de décision doivent continuer à travailler, à œuvrer à davantage de participation des femmes, mais aussi à sensibiliser les autres femmes pour qu'elles puissent mieux s'autonomiser, mieux se former et ainsi contribuer à leur propre émancipation. Alors, un plaidoyer? C'est déjà d'appeler les acteurs politiques à œuvrer pour des législations en faveur d'une meilleure émancipation économique des femmes. La pandémie a quand même exacerbé les inégalités existantes et nous a permis de constater que si on évoluait au rythme où on allait, il serait difficile, même après 250 ans,
d'atteindre l'égalité entre les sexes. C'est déjà heureux, cette prise de conscience-là. Et donc, c'est le moment pour les pays maintenant où on est en train de parler de relance économique, d'inclusion financière. C'est le moment de mieux intégrer l'aspect émancipation économique, autonomisation des femmes dans les politiques économiques des États pour pouvoir assurer une inclusion financière, un développement économique plus participatif, plus représentatif de toutes les couches de la société. Merci beaucoup à vous pour tous ces éléments de réponse. Je rappelle que vous êtes Olga Elegbe, juriste spécialisée en droit de la personne et de la démocratie, chargée de programme Élection, démocratie et bonne gouvernance au réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP Bénin. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois, merci beaucoup. Alors, chers amis internautes, nous voici donc au thème de cette émission. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. Pancras Kandako était à la présentation. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure. Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Eugène Hasson Fund Africa.